elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi. Sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'autres films? T'as du clito. Les agences des hommes. Boum. Si je fais du cinéma, si je me lance, ce sera radical. Opportunity. Qui t'orientent. The only sont thing des that hommes. separates women of color from anyone else is J'ai opportunity. l'impression qu'ils ont des sujets. Je suis plus que jamais féministe. Pour les hommes, Je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices, parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui, parce que les représentations comptent, parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Julie Gaillet. Avec Agnès, se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et que c'est en s'unissant et en étant tout ensemble qu'on va peut-être essayer de passer un cap pour défendre et dire l'importance de faire avancer la question de la femme pour que ce plafond de verre, malgré les années 70, malgré tous les combats qu'elles ont ouverts pour nous, continue d'exister aujourd'hui. Des fois, on me demande, est-ce que vous êtes encore féministe? Comme si c'était une maladie dont on guérit. Vous écoutez le cycle La Poudre aime le ciné. Je suis plus que jamais féministe. Julie Gaillet, vous êtes comédienne, productrice, réalisatrice et vous êtes aussi une citoyenne engagée qui accorde son temps et son énergie à beaucoup de causes, notamment celle des femmes. On parlera tout à l'heure de votre engagement contre l'endométriose et de votre action en faveur des femmes dans l'industrie culturelle. Vous avez fondé en 2007 une boîte de production de cinéma qui s'appelle Rouge International. Et il n'y a pas longtemps, je vous ai entendu dans une interview expliquer que Rouge, c'était une façon pour vous d'évoquer à la fois une forme de féminité un peu stéréotypale, rouge à lèvres, rouge à ongles, mais aussi d'exprimer la puissance, la force et la rage. Et c'est drôle, ça me fait penser aux raisons pour lesquelles j'ai choisi la poudre pour le nom de mon émission. Ce qui m'a amusé, c'est la polysémie du terme, son côté multiple et insaisissable. D'ailleurs, ces adjectifs pourraient aussi bien s'appliquer à vous. Vous êtes un peu multiple et insaisissable aussi, Julie Gaillet. On m'a souvent dit ça, c'est vrai. Qui est Julie Gaillet? C'est vrai. Vous avez toutes ces multiples casquettes qui font que quand vous arrivez dans une interview, on sait jamais très bien à quelle personne on s'adresse. Par laquelle on commence. Ouais. Et puis la poudre, hein, c'est vrai, c'est joli. Effectivement, on a ça en commun. C'était comment sentir le féminin tout en se disant que c'était surtout et avant tout le côté engagé et explosif qui était intéressant. Et rouge, il y avait cette couleur de l'énervement, mais d'être capable d'aller très loin s'il le faut pour nos films et pour nos convictions et nos idées. Une petite dimension révolutionnaire aussi dans Rouge. Oui, mais devenir bien... Non, parce qu'il y avait aussi le côté, quand on a commencé la production, alors moi en plus j'étais comédienne productrice dans le sens productrice qui produisent des films d'autres, pas des films dans lesquels je jouais, parce que c'est ça l'idée, je ne joue pas dans les films que je produis. C'était pas courant, c'était même assez rare et on me disait, mais quoi, tu penses que tu es plus maligne que... Il y avait un petit côté un peu affirmé, être très affirmé dans le choix de Rouge. Et on a d'ailleurs fait un logo, ces grosses lettres en majuscules, bien visibles. On avait justement, à l'inverse de souvent les femmes, pas du tout envie de s'excuser. Ouais. Et j'avais pas du tout envie d'être en retrait, mais carrément de l'assumer. Ça me parle énormément. Tout en ne renonçant pas à une forme de féminité, à une forme de séduction. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans la démarche, de dire que ça parle aussi de rouge à lèvres, quoi. En
n'essayant pas de faire comme les garçons, mais d'être avec notre sensibilité ou notre force ou notre regard exactement féminin. D'ailleurs, c'est une entreprise où il y a apparemment que des femmes. Votre associé est une femme, vous embauchez que des femmes. Ça me plaît beaucoup aussi. Oui, il n'y a pas de garçon. Donc là, il y en a un qui va rentrer, qui va arriver, le pauvre. Non, je pense que c'est au contraire. Non, ça va. C'est vrai, que des femmes. On n'est pas du tout dans la parité chez Rouge International. Non, on fait venir quelques garçons là. Il va y avoir 1 ou 2 garçons qui vont venir se joindre à nous. Alors, Julie Gaillet, ici, on essaye de remonter un petit peu le fil pour comprendre les parcours des femmes qui font le 21e siècle. Donc, on va revenir un peu en arrière, si vous êtes d'accord. Vous avez grandi à Paris, dans le 8e arrondissement, je crois. C'était comment de grandir dans le 8e ? Moi, j'ai des souvenirs assez légers, ensoleillés de cette enfance parisienne. Mais c'est vrai que je me sens plus proche de la banlieue parce qu'en fait, j'avais 8 ans, on a déménagé à Colombes, Bois-Colombes, Bagnères. Et très étrangement, de Paris, j'ai quelques fulgurances, d'ailleurs qui sont un peu ce qui me continue, c'est à traverser le pont de la Concorde, la lumière de Paris, un tout petit peu le jardin de Luxembourg, où on faisait du cheval de bois, il fallait passer un espèce de bâton comme ça dans des anneaux qui me faisaient un mal de chien. Mais très peu de souvenirs parisiens. J'ai vraiment plus la sensation d'être arrivée à Paris vers 15-16 ans quand je suis revenue plus tard, mais donc d'avoir grandi en banlieue. Donc à Bois-Colombes, mais c'était comment alors Bois-Colombes? Ah mais c'était merveilleux. J'ai vraiment la vie de clocher, de village, avec la petite église, avec mes voisins, la rue, l'impasse. On traînait dans la rue, on se retrouvait. Et puis un lycée, le lycée Albert Camus à Asnières, dans lequel je suis retournée il n'y a pas longtemps, qui était un des tout premiers lycées qui avait l'option cinéma, avec à l'époque les grosses bobines. Alors moi, j'ai connu... Je suis partie quand l'option cinéma a été lancée, donc je n'ai pas connu l'option cinéma. Mais je me souviens de ces profs qui nous montraient des films, et dont mon prof de français qui nous avait fait lire Les raisins de la colère, puis qui nous avait montré le beau film avec le beau Fonda à l'époque. Donc un lycée comme ça, un immense lycée de banlieue, très très de mixité, avec une salle omnisport, on faisait beaucoup de sport, il y avait des prépas, il y avait cette mixité qui m'est chère et je trouvais importante. Arrivée à Paris, alors, j'ai eu cette sensation un peu de choc des cultures, de petits mondes, de microcosmes fermés qui se connaissent entre eux, qui ont grandi entre eux. C'était un peu différent. Mais j'ai toujours eu à côté la chance de continuer. J'avais envie d'être... Je prenais des cours de théâtre et j'avais commencé je faisais du chant lyrique, j'aimais le spectacle. Donc j'étais déjà avec tout un univers en parallèle qui sûrement m'ouvrait d'autres horizons. Donc j'avais pas l'impression d'être enfermée dans les lycées parisiens où l'arrivée fut difficile. Ah ouais, vous en gardez vraiment un souvenir comme ça assez douloureux Oui, c'est vraiment cette sensation de microcosme que moi j'ai du mal avec les a priori, avec les mondes fermés, même quand ça se mélange. Mmh. On vous parlait comment quand vous étiez petite? Sur quel ton, sur quel mode? Oh, alors vraiment, j'ai beaucoup de chance d'être dans une famille, j'allais dire, de recherche. Mon père était professeur de chirurgie digestive, mais il adorait les ordinateurs. Il a installé les ordinateurs à Beaujon. Il était fou des nouvelles technologies. La célioscopie, c'est quelque chose qu'il a mis dans son métier, qu'il est un des pionniers de ça. Donc tout ce qui était recherche, avec des tantes et des arrière-grand-mères chercheuses. Votre arrière-grand-mère, c'était une des 3 premières femmes diplômées de médecine de l'histoire de France. Mais c'est incroyable d'avoir une figure pareille parmi ses ancêtres. C'est extraordinaire. Ça marque, effectivement, ça marque. Donc des femmes intellectuelles, fortes de caractère, qui ont imaginé des métiers alors que ça n'existait pas pour les femmes à une époque pas forcément évidente. Donc vraiment intellectuelles, mais de gauche, comme on pourrait dire aujourd'hui, en tout cas très ouverts. Et en même temps...
mai 68 est passé par là. Donc voilà, mon père a fait partie des premiers qui, pendant mai 68, faisaient des avortements publics. Parce que c'était très... Voilà, donc c'était quelqu'un qui a été très engagé sur la cause des femmes. Donc, pas un père tout à fait banal par rapport à ça. Et qui a cherché en plus très tôt à vous sensibiliser. Enfin, j'ai lu qu'il vous parfois vous l'accompagnez à l'hôpital, qui vous avez aussi confronté très tôt, très jeune, à la maladie, à la mort, à la détresse sociale parfois. Ouais, absolument. Et puis c'est quelqu'un qui pense que la communication, parler, expliquer, c'est primordial, de ne pas laisser en souffrance, de ne pas laisser à l'abandon. Donc pour lui, c'est la clé, le début déjà que la tête est vraiment une puissance très forte, qu'on peut faire beaucoup avec le moral, avec notre propre corps, donc si on y croit. Et donc plutôt que de laisser quelqu'un pendant des heures dans un couloir aux urgences, simplement d'aller le voir, de même proposer du sucre, en disant que c'est un médicament, pourrait aider à 60 ou 70% plutôt que d'être là à l'abandon, d'être complètement, de ne pas savoir où on va. Donc il a toujours pris le temps d'expliquer, de se mettre au niveau de la personne en face. Et il me disait, si la personne ne sait même pas écrire ou lire, il faut dessiner, si on ne parle pas la même langue, il faut trouver l'endroit où ça se rencontre. Et il était très malheureux quand les gens n'avaient pas de visite à l'hôpital, en disant c'est évidemment plus compliqué. Et quand il voyait un malade un peu à l'abandon, au début, il m'avait parlé comme ça d'un jeune gars, et puis j'avais dit je vais passer le voir, je vais lui faire écouter de la musique. Et après, c'est devenu, c'est devenu pas une habitude, mais quand il avait quelqu'un qui était un peu seul, il me dit Julie, tu veux pas passer ce week-end avec moi? Et voilà, je faisais la conversation. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vu très jeune un homme passer avec un brancard qui venait de mourir. Et donc de se confronter à la mort, de se rendre compte du précieux de la vie. Et ça, c'est vrai que c'est en moi depuis toujours, et je vis un peu comme ça. Je vis le moment présent de manière intense. Et donc là, pendant 1 heure avec vous, Lorraine. Et votre maman, alors que c'était quel genre de femme? C'était aussi une entrepreneuse qui a monté assez tard dans sa vie une entreprise d'antiquité qui a cartonné, pour laquelle elle a été aussi acclamée. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, elle? C'est justement que la possibilité, en tout cas, d'ouvrir de nouvelles portes et de ne pas forcément rester là où on nous a étiquetés. C'est-à-dire que ma mère, qui très bizarrement, en tout cas, a dû, pour des raisons personnelles, partir tôt de chez elle, n'a pas eu son bac. Et elle a donc rencontré mon père, et c'est assez rigolo, lui qui a fait 28 ans d'études. Et elle, avec son goût, elle a un goût fou, elle nous emmenait aux puces. Donc je passais mon temps à chiner, elle m'emmenait faire des déballages, elle nous emmenait, les enfants. C'était tout un pan différent. Et de ne pas avoir peur de dire, de se faire confiance, ce qui est bien avec ma mère, c'est que moi j'aimais quand elle me disait oh non, moi je veux pas accompagner ton père dans les congrès, je veux pas être femme de chirurgien. J'aimais son indépendance et sa capacité d'avoir imaginé à un moment donné quand même d'ouvrir une boutique d'antiquité. C'était quand même pas tôt, et de dire je plonge, alors que c'était plutôt aux puces, et elle a ouvert cette boutique. Et c'était vers Saint-Germain-des-Prés, une petite boutique dans un quartier quand même des antiquaires, mais un peu à l'écart. Et sa première cliente, qui était Isabelle Adjani, c'est assez rigolo quand même, est arrivée et lui a tout acheté. Du sous-sol au plafond. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus qu'à mettre la clé sur la porte et repartir. Et donc, ça a été sa bonne étoile, ce qui est drôle, c'est parce marrant, que moi, j'étais très jeune. Donc, pour moi, les comédiennes, c'était inaccessible. Enfin, et Isabelle, comme ça, a été une figure aussi dans ma vie. Un personnage que j'admire beaucoup, parce que c'est une femme brillante et qui, pareil, a été un peu un modèle. Donc voilà, Isabelle. Et puis après, ça a été une boutique très à la mode. Et elle a pu mettre un 0 au salaire de mon père en le regardant droit dans les yeux, en me disant tu vois comme quoi, 28 ans d'études. Magnifique. Et voilà, puis bon...
m'aide énormément. Elle m'a toujours été un soutien, parce que c'est pas toujours facile d'être indépendante, comédienne, d'essayer de faire de la production, d'avoir des enfants et de me dire mais si tu peux tout faire. Heureusement qu'il y a nos mamans parfois, je confirme. Alors c'est intéressant de regarder votre parcours, votre formation. Vous nous l'avez dit, vous avez commencé le chant lyrique très jeune, à 8 ans. Puis vers 14 ans, je crois que c'est en jouant un opéra de Mozart, vous vous dites mais j'aimerais tellement aussi pouvoir parler, je voudrais tellement pouvoir jouer. Donc vous commencez la comédie. Puis après, à la fac, vous allez étudier aussi bien la psychologie que l'histoire de l'art. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà dans la Julie Gaillet adolescente ce côté un peu insaisissable et versatile dont on parlait au début? Ouais, c'est plus marabout bout de ficelle. C'est plus dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment le chant lyrique et je continue de c'est un pied, une expérience inouïe que d'avoir son corps qui vibre quand on chante. On le voit, hein, le chant sert même à l'hôpital pour plein de choses. Quand on a le mal de mer ou le mal de voiture, on chante dans les voitures avec les enfants. Bon, ben voilà, cette chose du chant qui est aussi quelque chose qui fait des vibrations, c'est ailleurs, pour les langues, pour plein de choses. Bref, le chant, c'est ce qui m'a constituée. Donc, voilà, c'est ce qui est en moi. J'aime la voix. Vous qui faites de la radio, j'aime vraiment écouter. J'adore la radio. J'adore écouter, pas forcément voir. Même sur un tournage, souvent, je me tourne vers l'ingénieur du son parce que je ne vais jamais voir le combo. M'est égal l'image. Ce qui m'importe, c'est l'énergie, c'est le jeu, c'est ce qui se raconte. Et si c'est juste, c'est l'ingénieur du son qui l'entend d'abord, souvent. Donc le chant m'a apporté tout ça. Sauf qu'à un moment donné, plus que parler, parce que c'était pleurer. J'avais envie d'aller plus loin dans mon personnage et elle était très triste. Et je me mets à pleurer et là, ma voix tremble et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas chanter et pleurer. Et ça a été fou et de me dire tiens, j'ai envie d'aller plus loin dans les émotions et en même temps voilà, c'était inaccessible pour moi le métier de comédienne et puis j'avais trop de pudeur, trop d'humilité, enfin quelque chose qui n'était pas possible pour moi de me dire actrice. Et c'est une tante qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne prends pas des cours de théâtre ?» Et donc voilà, j'ai commencé le premier cours de théâtre. Je me suis dit « Ah, c'est ça que je veux faire. » Mais en même temps de s'enrichir, de se dire qu'il y a des études. Moi, j'aurais pu continuer à faire des études. De temps en temps, ça me reprend. Je me dis « Tiens, je reprendrais bien des études. » C'est quand même merveilleux d'aller au collège de philosophie, d'écouter des cours. Le collège de philosophie, il y a des podcasts. Mais je vous conseille de podcaster. C'est passionnant d'apprendre, de réfléchir. Donc, de toute façon, j'avais envie de faire des études. C'était très important. Et en même temps, jouer. Premier film dans lequel je joue, on me propose de jouer un personnage qui marche sur un fil de fer, donc qui est funambuliste. Et là, je me dis, bah non, mais je vais le faire. Je vais aller... il ne va pas y avoir qu'une doublure. C'est mon côté Belmondo. Je vais moi-même faire mes propres cascades. Et donc, je suis allée à l'école du cirque. Alors ça, c'est encore une autre partie de ce métier qui, moi, me plaît. Et je trouve qu'en France, on a un peu trop... on travaille un peu trop dans les cours de théâtre avec la tête et moins le corps. Et c'est tout à coup travailler le corps. Se poser des questions sur le corps. C'est pour ça que cette énergie dans le jeu me plaît. Tout ce qu'on raconte avec ses gestes, ses attitudes, ses mains. Et l'école du cirque, c'était trouver son clown, par exemple. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon clown. C'est l'acrobatie. Voilà. Après, j'ai fait de la voltige avec les chevaux. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses à l'école du cirque en partant de marcher sur un fil. Mais au final, c'est quand même ça, marcher sur un fil. Et ça a été comme une leçon de vie, cette chose d'équilibriste qui peut-être me définit le mieux. C'est tendre vers l'avant et en même temps le moment présent et projeter. Et il faut être complètement concentré, en même temps très souple et très libre. Abandonné aussi. Donc c'est les deux à la fois. Ouais. Si on est trop tendu, on tombe, ça vibre trop. Si on est trop lâché, on tombe. Donc c'est cette tension détendue, un truc un peu étrange. Voilà. Donc tout ça, ça a été des expériences et
qui mène à encore autre chose. Puis premier film, deuxième film. Et deuxième film, c'est Agnès Varda. Et là, je pourrais en parler pendant des heures, parce que dès mon premier long, je tourne avec Mathieu Demy. Donc, je rencontre Agnès Varda. Et donc, dès mon premier long, dès mes débuts, et là, ça a changé ma vie. Bah, c'est extraordinaire et j'ai hyper envie qu'on en parle. J'avais prévu beaucoup de questions à ce sujet parce qu'en fait, grâce à vous, j'ai regardé donc le film Les 101 nuits de Simon Cinéma. Totalement dingue. Complètement. Non, mais c'est n'importe quoi ce film. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, rien que le casting, et encore, je vais dire des noms, mais c'est même pas la moitié des gens qu'on y voit. Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Anouk Aimée, Alain Delon, Gérard Depardieu. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous avez 22 ans, on est en 94, c'est votre premier grand rôle. Je crois qu'Agnès Varda a eu un espèce de coup de foudre pour vous sur un plateau de télé. Vous avez vu être... Et c'est vrai que j'ai vu les images sur ce plateau de télé. Vous êtes tellement belle, vous avez une grâce, une lumière qui irradie de vous, d'ailleurs, dans ce film aussi. Donc, je comprends qu'elle est flashée. Et en fait, c'est marrant, c'est un film sur le cinéma. C'est un film encyclopédie, en fait, qui raconte, c'est bourré de références et même d'extraits de films. Camille, votre personnage, c'est une étudiante cinéphile, un peu geek, qui rencontre toutes ses idoles et qui parle de cinéma avec ce vieux Simon Cinéma, incarné par Michel Piccoli, qui est absolument génial. Moi, je me demande si ce film, il vous l'a pas tracé votre destin de productrice. On peut pas sortir indemne d'une expérience pareille, j'imagine. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avant, je regardais les films où je vivais ce métier d'actrice, voilà ce que je vous racontais dans les expériences vie. Et là, ça a été la découverte. C'est-à-dire que malgré tout, ce qui me fait vibrer, c'est l'artiste. J'ai probablement pas par hasard choisi Histoire de l'art à côté, c'est-à-dire ces intellectuels, ces penseurs, ces visionnaires, ces artistes qui nous font voir le monde différemment, que ce soit dans la science ou dans l'art. Et en rencontrant Agnès, c'est comme si elle m'avait donné toutes les clés en me faisant découvrir Buñuel, que je ne connaissais pas. Je n'étais pas du tout d'une famille où on était cinéphile dans ce sens-là. On regardait des films grand public. Moi, c'était Star Wars, c'est tous les films aliens. Et là, c'est un monde. Alors oui, je connaissais un peu Fellini, mais là, j'ai tout regardé, tout vu, et plongé, passé des après-midi entières avec Marcello Mastroianni. Oh, mais c'était une chance inouïe. C'est vraiment humainement l'acteur le plus dingue, le plus formidable, le plus juste, comme s'il avait tout compris. Alors là, c'est comme si je m'étais retrouvée. C'est-à-dire qu'il disait cette chose que me disait mon père sur l'être humain, sur la vie plus importante. Donc à la cantine, il déjeunait avec le type qui s'occupait de la vache, parce qu'il y avait une vache dans le film. Il y avait une espèce de... La vache de La Vache et le prisonnier, évidemment, qui est très copine avec Simon Cinéma. C'est hilarant, ce film. Voilà. Donc, il y a que des... Et donc, Marcello, il déjeunait avec le paysan. Il allait ensuite... Il n'avait aucun a priori, un peu comme ce père qui m'avait fait grandir. Donc, je découvrais au travers de Marcello mais on a tellement de chance, on vient nous chercher le matin, on s'occupe de nous, ce qu'on a souvent entendu dire Marcello, mais c'est la réalité. Il était comme ça sur un plateau. Et donc, on a été très proches et on a beaucoup parlé de Fellini, de ses débuts. À l'époque, on disait que le théâtre était le grand art, et puis après... lui, il s'est mis à faire du cinéma. Moi, c'était le cinéma. Et il me disait, tu vois, aujourd'hui, on parle de la télé. N'écoute personne, écoute ton instinct. Fais ce qui t'amuse avec les gens, que ce soit sincère. Et de l'autre côté, j'avais Agnès qui me faisait découvrir, et je la voyais, elle, au travail, comme un artisan, c'est-à-dire combattre, aller chercher de l'argent, défendre ses idées, son originalité, dans un monde où aujourd'hui, c'est un monde d'artisanat, le cinéma. Et en même temps, c'est une industrie. Donc, ce film aura été le début d'une envie de soutenir des metteurs en scène, de rentrer dans ce monde du cinéma qu'on retrouve à Cannes, qu'on retrouve à Berlin, à Rotterdam, à Venise, de cinéphiles, de gens que j'aime, de cinéastes qui nous montrent un monde différent. Et après, sur l'humain, Agnès, au-delà même de cette cinéaste que moi j'adorais, de sa folie créatrice libre, mais libre et engagée, j'aimais aussi le fait qu'elle ait été cette féministe, cette femme engagée. Donc on partageait ça. Elle me parlait de Delphine Seyrig. On parlait du fait que quand elle venait avec Mathieu Demy, si ça gênait les journalistes, elle disait « Non, alors écoutez, je vois pas pourquoi un enfant gênerait plus
que Philae, qui est là tout de suite. Vous voyez, je copie, j'imite Agnès, je viens avec Philae partout. Non, mais elle avait cette chose de défendre et de dire l'importance de faire avancer la question de la femme, parce que c'est comme s'il y a eu un plafond de verre à un moment sur les questions de féminisme. Et c'est fou que... Voilà, moi, j'ai été dans les lignes de mai 68, de mon père qui s'est beaucoup bagarré pour notre corps nous appartient, à nous les femmes, pour que les femmes soient conscientes de ça. Et avec Agnès, de se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et que c'est en s'unissant et en étant tout ensemble qu'on va peut-être essayer de passer un cap pour que ce plafond de verre, malgré les années 70, malgré tous les combats qu'elles ont ouverts pour nous, continue d'exister aujourd'hui. Elle était hyper engagée même sur ses équipes de films. Elle faisait en sorte qu'il y ait des femmes techniciennes, de briser aussi cette espèce de stéréotype où forcément l'ingé son, le cadreur, c'était forcément un homme. Et non, elle mettait des femmes. Enfin, je l'ai découvert aussi grâce à vous et à ce documentaire que vous avez réalisé, cinéaste. Mais là, c'était dingue, sur Les 101 nuits, ce film qu'on a tourné ensemble, il y avait une perche woman qui est restée une copine, Nathalie Vidal, qui maintenant est mixeuse, qui a mixé d'ailleurs L'Inconnu du lac. Mais donc elle est canon. Et Nathalie, c'est une bombasse. Et donc elle levait les bras comme ça avec vraiment une jolie poitrine. Et tu avais absolument à l'époque aucune perche woman. Donc tous les garçons la regardaient au début. Et puis à la fin, voilà, on oublie. Mais c'était assez rigolo. Elle a toujours tenu... Alors même certains films comme L'une chante, l'autre pas, où elles étaient plutôt que des femmes. Mais elle avait essayé d'avoir cette parité, ou en tout cas de faire venir des femmes. Il est incroyable ce film, faut absolument... Moi, je l'ai malheureusement découvert après sa mort. Ouais. Et vous portez d'ailleurs sur votre pull le badge où sa silhouette est dessinée. Et c'est surtout Cléo de 5 à 7, c'est-à-dire que c'est là la révolution, c'est quand elle parle du fait de ne plus être un objet et qu'on regarde, mais de regarder par soi-même. C'est-à-dire, c'est très, 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 très fort, ce film. À la fois, on est femme avec ce qu'on est et notre féminité, mais en fait, Agnès, je l'ai découverte comme ça. Voilà, ça a été ce film-là. Mais après, ça a été aussi de découvrir tous ces films, un peu comme vous, Lorraine, c'est après. De donc retourner la voir, discuter pendant des heures de ses engagements. De voir à quel point c'était difficile pour elle de continuer, même malgré tout, à financer ses films. Ce qui a été d'ailleurs pour moi très, très émouvant, c'est quand Rosalie, en produisant Visage Village, m'a dit on n'arrive pas à boucler le budget, de pouvoir arriver de participer et de coproduire le film. Vous avez participé à la production de ce film, donc elle a co-réalisé avec JR, qui est une de ses dernières œuvres en réalité. C'est beau de se dire que elle vous a donné votre premier rôle de comédienne et vous avez produit un de ses derniers films de réalisatrice. C'est magnifique comme histoire. C'était l'idée de dire mais c'est pas possible, Agnès, non mais c'est pas possible. Les glaneurs et la glaneuse, pour moi, c'est juste un chef-d'œuvre obligatoire à l'école aujourd'hui dans notre société contemporaine. Pour moi, c'est une visionnaire, Agnès. Mais à ce moment-là, de se dire qu'encore maintenant, après les glaneurs et la glaneuse, les plages d'Agnès, on continue. Oui, au film d'Agnès Varda, ça m'a rendu fou. Et puis après, j'aimais beaucoup JR. Je savais que cette association liée aussi au street art, qui était quelque chose d'important. Et c'est encore une fois la modernité d'Agnès, qui était visionnaire avec Los Angeles. Enfin bon, on pourrait parler pendant des heures de Agnès. Et de se dire, il y a une passation qui se fait, elle transmet. Il y a aussi ce rapport à l'âge. On est dans une société où après 50 ans, et donc Marisa Tomei, qui est une femme que j'aime énormément, qui a lancé le tunnel des 50, explique à quel point, après 50 ans, c'est comme s'il n'y avait plus un monde. Pour les comédiennes, c'est ça. Les comédiennes, mais pas que les comédiennes. Hein. Les comédiens, un petit peu moins, mais dans la société de manière globale. Il y a quelque chose d'un peu étrange, comme si on devenait invisible. Alors les femmes deviennent invisibles, ce qui est fou, mais de manière globale, il y a quand même un vrai questionnement sur la société, et c'est la force d'Agnès, c'est de raconter à ce moment-là, avec JR, dans Visage Village aussi, le fait qu'elle devienne aveugle, qu'elle perde la vue, de la vieillesse, et en même temps...
voilà, cette jeunesse, cette vision par son expérience. Voilà, c'est un film très très important, Visage Village, sur encore une fois sur la France d'aujourd'hui. C'est comme Les glaneurs et la glaneuse, mais là, au travers de l'art et au travers de l'art de rue, de l'art qui se partage, pas de l'art enfermé dans les musées, comment les gens peuvent accéder aussi à la culture. Donc ça, c'est tout le travail d'Agnès, de JR et de la passation, transmettre, toujours. Finalement, ça aurait été... Mais bon, après, encore plus... Il y a tellement... Je pourrais parler pendant des heures d'Agnès. Non, mais de ce cinéma mondial. J'avais envie qu'on prenne un moment pour lui rendre hommage. Voilà, on l'a perdu il n'y a pas très longtemps et je trouvais ça important qu'on puisse parler de son travail. Donc, merci beaucoup de l'avoir fait. On va revenir peut-être un petit peu à la jeune comédienne Julie Gaillet. Vous avez vraiment connu une brillante carrière de comédienne. Hein. Vous avez tourné dans plus de 70 films. Vous avez incarné des rôles de femmes vraiment puissants. Vous avez d'ailleurs remporté le prix Romy Schneider pour votre rôle dans Select Hotel de Laurent Bounic. J'ai lu qu'au début de votre carrière, vous aviez à cœur de changer radicalement d'apparence à chaque rôle, en jouant des coupes de cheveux, en jouant des looks, en fait, comme si vous ne vouliez pas qu'on vous reconnaisse d'un rôle à l'autre. Alors, vous avez depuis changé d'avis, je le sais, mais j'aimerais savoir si vous pouvez vous rappeler d'où il venait, ce désir-là de un petit peu vous cacher derrière vos rôles, en réalité. Oui, c'est ça. C'était vraiment l'idée de plonger dans l'univers d'un réalisateur, d'être la couleur sur sa palette. Donc, je me disais, moi, ma vie n'est pas forcément très intéressante. Et puis, elle est derrière la porte. C'est pas... Par contre, ce qui est important, c'est de soutenir un auteur. Donc, c'est comme si je produisais... C'était pas tellement le rôle, mais l'œuvre en tant que telle, ce film, ce que racontait le film. Et donc, ce réalisateur, et de me dire, tiens, je vais plonger dans son monde. Et après, même sur des films plus commerciaux, c'est vraiment de comprendre, de sentir l'univers et de plonger dans l'univers d'un metteur en scène. En tout cas, si j'y vais, c'est cette sincérité qui me touche. Et puis, de la même manière que c'est vrai que j'aime des univers très différents, j'aimais bien l'idée aussi de pouvoir aller dans des univers très différents. De me dire... moi, j'avais pas cette chose d'a priori, de me dire que je suis en train de créer une carrière, il faudrait que je choisisse tel film parce que ça dirait ça de moi, et donc, mais de pouvoir passer du très commercial au moins commercial, et avec quand même parfois ces films que je portais où je n'étais pas payée, où je vendais le film même à Cannes, où j'ai acheté la couverture du film français, où je faisais les ventes inter, où j'allais trouver une salle, où je travaillais sur le scénario avec le réalisateur, je faisais le dossier de presse, je faisais des tas de choses autres que simplement actrice. Couteau suisse du cinéma. Couteau suisse de l'actrice qui fait, en fait, productrice en restant actrice, mais soutenir, aider encore plus le réalisateur. C'était cette idée d'aider. Et puis aussi, parce que c'était très américain, moi, les acteurs que j'aimais beaucoup, qui m'avaient inspirée, ou les actrices, je trouvais... Dustin Hoffman, par exemple, juste parce que là, bien l'esprit changeait. C'est cet acteur studio, on va dire, cet état d'esprit américain. J'aimais beaucoup l'idée qu'on ne me reconnaisse pas. Et ça aurait été le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Et ce qui est arrivé à quelques moments, je faisais des interviews, et alors j'étais très très fière, je me disais super, j'ai réussi, voilà, on m'a oublié. Et on posait encore la question, qui est Julie Gaillet? Non, mais c'est marrant parce que moi j'entends aussi là-dedans la pudeur que vous évoquiez quand vous avez commencé à être attirée pour le métier de comédienne, en vous disant mais c'est pas pour moi, je suis trop timide, je suis trop pudique. Pour moi je voyais aussi ça, l'espèce de volonté de finalement se mettre un masque qui fait que votre vrai vous reste encore inaccessible à ceux qui regardent. Mais aussi... En même temps, quand je vais au théâtre et que je vois Denis Podalides, qui est vraiment un camarade et un ami, où il se grime, enfin tout à coup, il peut être plus vieux, plus jeune. Dans le théâtre, on peut jouer plein de personnages. J'avais cette idée, cette vision de l'acteur qui s'efface, que c'est le grand texte, que ce sont les auteurs, que peut-être qu'il venait aussi du chant lyrique. On interprète des rôles. Nous ne sommes que... Oui, peut-être inspirer, aider, partager, construire derrière dans l'ombre. Alors parfois,
évidemment plus souvent sur des premiers longs métrages ou des jeunes réalisateurs, mais pas que. Et voilà, c'était un métier. Enfin, je le vivais pas. C'était pas en tout cas l'idée de faire carrière. C'était pas en tout cas l'idée qu'on me reconnaisse. C'était pas l'idée de devenir, percer, quoi. De me mettre moi en avant. Jusqu'au moment où je sentais cette question sans cesse, mais qui est Julie Gaillet ou je m'excusais trop. Et là, alors là, ça m'a piqué et blessée. Ah non, je ne m'excuse pas. Ah non, alors là, non. Cette chose qui me rend dingue que font les femmes de s'excuser, d'être derrière, d'être dans l'ombre. Et alors là, oui, ça m'a piqué. Là, j'ai dit alors non. D'assumer, de se mettre devant. Et certainement pour ça aussi que j'ai monté Rouge International. De dire, ah ben non, voilà, maintenant... Non, je faisais ça avec beaucoup de générosité, mais les amis, c'était pas pour m'excuser. C'était plus par conviction de ce que devait être un artiste dans un spectacle, comme l'école du cirque. On créait un spectacle, puis on vendait les crêpes, on montait le chapiteau, on faisait le spectacle, on était un show, puis après on vendait les crêpes, personne ne nous reconnaissait. Voilà, c'était dans cet esprit plus... encore une fois, sans hiérarchie, ce qui me fatigue parfois un peu dans le cinéma, cette hiérarchie. C'est un peu vertical. Un peu trop verticale à mon goût. Julie Gaillet, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ? Je le suis devenue. Je voyais vraiment pas la différence quand j'ai grandi petite entre mes frères et moi. Et je l'ai senti. Et donc, je le suis devenue. Ça a été un peu un choc. Et je pense que c'est pour ça que je produis en ce moment un film sur le football féminin. C'est que j'ai toujours aimé le foot. Mais vraiment aimé le foot. D'ailleurs, je jouais au foot, pas mes frères. Donc, c'est vraiment... Et je n'ai pas saisi que c'était pourquoi plus les hommes que les femmes. Enfin, je n'ai même pas vu que les matchs pour lesquels je vibrais, je ne l'ai pas vu qu'il n'y avait que des hommes. Donc ça a été un peu une révélation. Pourquoi il n'y a pas de juge-arbitre femme ? Pourquoi ? Voilà, tout ça est évidemment une espèce de rébellion, d'indignation est née. Et je me reconnais. Et quand voilà, Olympe de Gouges, je me dis, oui, elle avait... Mais heureusement qu'on a eu... Mais évidemment, on devrait toutes être des indignées et Olympe de Gouges. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi, c'était pas possible. Et puis après, oui, je suis encore plus, en grandissant... confronter, essayer de casser le rapport de séduction qui peut être compliqué dans ce métier d'actrice quand on commence, d'avoir intégré toutes ces choses sur justement je fais mon code de porte, je regarde derrière mon épaule, dans le métro, de se faire tripoter, donc de quelle attitude prendre, toutes ces choses qui ont été dites au moment de Balance ton porc et de MeToo, et qui a fait un bien fou aussi, que les hommes se rendent compte de cette chose qu'on vit au quotidien, qui était en nous. Et donc pareil, au moment des castings, d'être toujours avec une copine, de ne pas y aller seule, comme si on l'avait intégré en nous, de ne pas mettre de mini-jupe quand je sors un peu tard, des choses assez dingues, de se dire mais pourquoi voilà. Donc après, d'essayer de faire changer ce regard, d'essayer de faire changer les choses, de le faire de manière... qui est forcément progressive, hein. Je me reconnais beaucoup là-dedans, en fait. C'est-à-dire peut-être qu'il y a eu le déclic football, et puis après la pelote qui s'est déroulée. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on devient féministe, en fait. Oui, et puis surtout dans une famille où il y avait une égalité complète, donc où il n'y avait même pas cette question-là. Donc la question ne se posait pas dans ma famille, j'ai eu cette chance-là. Après, c'est encore plus difficile, je pense, quand... on a toujours ce rôle de celle qui fait la cuisine et qui débarrasse et qui range et qui... Voilà, mais ça doit être encore... On part de... Pour moi, c'était... Il y avait égalité entre mes frères et moi, donc je ne comprenais pas pourquoi le reste... Pourquoi tout à coup... Et alors, on ne parle pas là, après, de la prise de conscience, puis après de l'engagement politique, et toutes les discussions avec Agnès sur l'égalité salariale, sur... Mais même
Moi, je disais à Agnès, je ne comprends pas pourquoi, psychologiquement, déjà, les filles s'interdisent les matières scientifiques. Puisque moi, j'ai dans ma famille une cousine, une grande cousine, qui fait de la recherche fondamentale, qui est complètement... Ça, voilà, quand je vois les chiffres, et c'est pour ça aussi qu'il faut regarder les chiffres bien en face. Philae, s'il te plaît. Votre chienne qui est en train de dormir à côté de nous. Ouais, il y a très sage, très très sage. Il faut regarder les chiffres bien. Enfin, ben non, il y a très peu de chefs d'orchestre. Il y a très peu. Voilà, je crois qu'il faut faire. Il faut remettre en face et sans cesse et ne jamais lâcher sur les chiffres, sur la réalité, sur les données, parce que c'est ce qui permet de se rendre compte des choses. Dans le cinéma français. Effectivement, Cocorico, c'est formidable, c'est un des pays où il y a le plus de femmes. Enfin, on n'est qu'à 26% ou 27%, ça dépend des années, de femmes réalisatrices. Donc, c'est quand même... je veux dire, elles sont 50-50 dans les écoles, il y a parité. On est loin sur les métiers techniques et des techniciens. Et puis, il y a encore des clichés, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et surtout, fondamentalement, la base, l'égalité salariale, quoi, la base. Donc, il y a il y a encore du travail et c'est en étant consciente de ça et pas en disant mais non, il n'y a pas de problème, non, tout va bien. On a je tous crois les pas. doigts. Mais d'ailleurs, c'est le sujet d'un film que je recommande vraiment parce qu'il est passionnant. Ça s'appelle Cinéaste, donc au pluriel. Vous l'avez réalisé en 2013. Vous allez voir toutes les réalisatrices françaises. Vraiment, le casting de votre documentaire est hallucinant. Il n'en manque pas une, de Pascal Ferrand, Katell Lévéré, en passant par Rebecca Zotowski, enfin bref, de façon toute là, Géraldine Nakache. Et vous discutez avec elle de l'existence ou non d'un cinéma féminin. Alors, c'est quoi la réponse à cette question, finalement? Je vais vous demander de refaire le docu, mais c'est intéressant parce qu'en fait, le docu, il est compris d'une façon où, au départ, tout le monde bondit, genre, évidemment que non, il n'y a pas de cinéma féminin, on fait le même cinéma, etc. Et puis, plus vous déroulez, plus on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui apparaissent en commun dans leur trajectoire, dans leur façon d'aborder le fait de travailler. Enfin, c'est intéressant. Ben oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie, et c'est toujours pareil, on commence par « mais non, il n'y a pas de différence », et puis on se rend compte que d'abord, ça dépend des caractères de femmes, évidemment, ça dépend sur si on est un peu caricatural, est-ce qu'il y a une façon de filmer féminine? Non, certainement pas, ça c'est vraiment une sensibilité d'artiste. Comme de peindre. Mais sur les thématiques et sur l'écriture, c'est comme dans la littérature. Donc, les thématiques abordées déjà. Et puis après, sur l'attitude par rapport aux techniciens, sur le choix parfois d'où on vient. Et là, encore une fois, moi, j'ai eu la chance de grandir dans ce monde. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée un peu plus loin. Philae, il faut que tu arrêtes de faire du bruit parce qu'on ne va pas pouvoir continuer cette interview. Pourtant, elle est très sage. Elle est très, très sage. Elle est sage. Mais quand on a décidé, moi alors après, j'ai continué à faire ce documentaire. C'est la seule chose que je réalise. Je ne suis pas réalisatrice. Je fais juste ce documentaire parce que c'est trop important d'ouvrir les yeux des petites filles sur les questions et des petits garçons et de la société à l'international. Que parfois, voilà, c'est très compliqué de décider de devenir réalisatrice. Donc vous continuez, c'est-à-dire que le documentaire, en fait, là, vous êtes en train de poursuivre les interviews avec des femmes réalisatrices, mais du monde entier cette fois, c'est ça? C'est ça. C'est super. Mais surtout, on a posé la même question aux hommes. Alors, c'est quoi un film d'homme? Donc ça, c'était très important aussi pour moi, parce que j'avais envie qu'on pose cette question aux hommes à qui on n'a jamais posé la question. Et ce qui est un peu pénible, c'est de se rendre compte que finalement, les femmes, on les traite tout le temps. Toutes ont eu cette question, ça c'est certain. Mais qu'elle revient sans cesse, qu'elles peuvent s'en amuser d'ailleurs de se dire, on va faire un spécial film de femmes, on va faire un spécial réalisatrice. Pourquoi pas, parce que ça les met en avant, mais bon, c'est un peu pénible d'être envoyé toujours à ça, d'où aussi parfois la défiance par rapport à ça, mais qu'en tout cas, elles ont tout élaboré une réponse à cette question parce qu'elles ont tout affronté, donc elles savent, elles ont réfléchi, elles ont une réponse à ça. Alors que les réalisateurs, quand on leur demande c'est quoi un film d'homme, quelle question? Alors on ne leur a jamais posé. Oui, les masculins et neutres, évidemment. Voilà, c'est la norme. Voilà. Mais c'est aussi la norme féminin, masculin, je veux dire la norme est masculine, hétéro,
blanches. Il y a aussi la question de la diversité. Je pense qu'aussi en France, on a un gros travail à faire là-dessus, sur la question de la diversité. Les Américaines, elles ont beaucoup d'avance par rapport à nous, par rapport à l'Europe sur toutes ces questions, mais vraiment par rapport à la France. Et donc, c'était aussi ce qui m'intéressait d'aller à l'international, parler aux hommes aussi. Et alors là, c'est très drôle et très touchant parce qu'effectivement, pareil, je suis allée voir tous les réalisateurs, de Desplechin à Michel Hazanavicius, en passant par la jeune génération Thomas Caillet, mais Bertrand Blier. J'ai vraiment essayé d'avoir un large spectre. Et là, ils sont tous à... Alors là, ça, là, on ne m'a pas posé. Et on les voit vraiment réfléchir et se poser pour la première fois la question. De la masculinité qu'ils n'auraient jamais posée. C'est hyper intéressant. C'est important de l'avoir fait. Bah, eux aussi, ils deviennent hommes. Ouais, c'est ça, exactement. Et ce que je trouve intéressant dans le film aussi, c'est qu'on voit, donc votre documentaire, il date de 2013, et je trouve qu'en 6 ans, les lignes ont beaucoup bougé. Vers la fin du documentaire, vous questionnez les réalisatrices sur l'idée de fixer des quotas pour qu'il y ait plus de femmes dans le milieu du cinéma. 90% d'entre elles rejettent cette éventualité, un revers de la main, genre ça va, on n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, le collectif 50-50 pour 2020, c'est clairement ça. C'est-à-dire, on réclame un quota de 50% de femmes pour 2020. Donc, qu'est-ce qui a changé ? J'espère que le documentaire, le fait de participer, ça les a aidées. Non, pour certaines, elles me l'ont dit d'ailleurs. Elles ont évolué dans leur position. Ouais, j'ai senti ça. Mais c'est surtout que ça a été alors vraiment, cette violence de la campagne américaine, de ce qui s'est passé et produit aux États-Unis avec... un président d'une misogynie et d'une violence telle que la première Women's March, tout ça est une conséquence, mais qui a eu je sais pas si en France, s'il n'y avait pas eu MeToo, s'il n'y avait pas eu d'abord la Women's March, puis aussi l'affaire Weinstein. Bon, quoique non, peut-être pas l'affaire Weinstein, parce que ça, c'est vraiment dans nous ce qu'on a fait avec Maintenant on agit. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu ce mouvement avec Time's Up, je ne sais pas s'il aurait été aussi facile de pouvoir enclencher 50-50 2020. Parce que oui, Céline, elle avait commencé à y réfléchir et elle se disait, il y a eu le deuxième regard et elles étaient vraiment, elles ont bataillé. Et chapeau, les filles du deuxième regard, d'avoir réussi à mettre en place... ce think tank et ces réflexions, et elles ont bataillé, mais enfin à un moment elles étaient un peu, elles sentaient que les moyens commençaient à diminuer. Je me souviens de présenter Grave de Julia Ducournau avec elle, de sentir que là ça a été quand même malgré tout, heureusement, tant mieux, parce que ça a déclenché quelque chose aussi, une prise de conscience. Est-ce que tout le monde aurait signé la charte de parité dans les comités par rapport au festival, Est-ce que au CNC aurait appuyé le président du Festival de Cannes aurait appuyé ça, évidemment. Voilà, on peut se poser toutes ces questions. Ouais, en tout cas, oui, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête là. Et là, c'est vraiment notre défi à toutes aujourd'hui. Et dans les médias, je crois que ce qui est arrivé avec la Ligue du LOL, quand même, sur le harcèlement, la charte pour les médias, et voilà, il y a des étapes qui sont en train de se produire. Il faut aller un tout petit peu plus loin sur ces questions de diversité, sur ces questions de femmes, là, dans les années qui viennent. Il ne faut pas lâcher. Et c'est important que vous parliez de diversité, c'est quelque chose qui est pris en compte dans le collectif 50-50 pour 2020. D'ailleurs, Laurence Lascari est une des invitées de La Poudre dans ce cycle cinéma qu'on est en train de faire. Ah, formidable. Ouais, formidable. Voilà, donc elles en parleront mieux. Mais moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait aussi un déficit des actrices et de l'engagement des acteurs. Je trouvais important, au moment de Weinstein, alors là, c'était vraiment plus par rapport à cet aspect-là dans notre métier. Il y a évidemment une importance des quotas, évidemment une importance du politique, et ça ne marche qu'avec le politique, et ça, j'en suis convaincue. Oui, bien sûr. Et il faut se battre, et voilà. S'il n'y avait pas eu le mouvement, ça s'appelait le mouvement de la barbe. La barbe, c'est le collectif ça. La Barbe. Le collectif, voilà, je cherchais. Le collectif de la barbe qui avait râlé à Cannes sur le nombre de femmes. Je ne sais pas non plus si on en serait là. Donc, toutes ces petites gouttes font... Enfin, voilà. Donc, le politique
dramatique, ça c'est certain, et il ne faut pas lâcher ce combat-là. Mais il y a aussi une prise de conscience sur le harcèlement, sur le rapport de force qui doit changer. Et je trouvais important qu'au moment de l'affaire Weinstein, le monde du cinéma aussi lève un tout petit peu, réagisse et pas chacun dans son coin de manière un peu ténue, compliquée. Oui, il y a une certaine nuance et il y avait besoin de discussion, mais à un moment donné, sur les violences faites aux femmes, là, c'est formidable, hein, le cinéma doit changer ce rapport de force, mais il y a quelque chose qu'il faut que nous soyons tous et toutes engagés sur ça, sur les violences faites aux femmes. Mais les violences, moi je travaillais beaucoup avec l'endométriose, qui est une violence sourde faite aux femmes, finalement. Pourquoi la recherche n'a pas plus travaillé sur cette maladie? Pourquoi le temps de diagnostic de 7 ans et demi? C'est c'est fou. Une maladie, en moyenne, c'est 3 ans. Avant de diagnostiquer une maladie, 3 ans, c'est long. Donc, c'est-à-dire 6 ans pour certaines. Mais alors, 7 ans et demi, c'est-à-dire 15 ans, de vivre 15 ans sans savoir ce qu'on a, ça rend fou. C'est délirant. Et parce que c'est une maladie de femme. Mais donc, toutes ces violences, et alors, il y a les violences, évidemment, conjugales, mais les violences, le harcèlement, tout ce dont on a parlé toutes ces années, là, je trouvais important qu'au moment de l'affaire Weinstein, ce soit pas juste 50-50 2020 et celles qui sont de toute façon engagées depuis longtemps et que ça bouge un petit peu dans le cinéma français pour représenter les autres femmes et pas simplement dans le cinéma français pour le cinéma français. C'est-à-dire que là, c'était lever des fonds pour le donner aux associations qui, sur le terrain, font un travail énorme. Mais le nerf de la guerre, qui est quand même l'argent, c'est l'argent, n'est pas là. Et alors ça, c'est quand même fou. Ouais. Voilà, donc moi, ça a été une évidence et depuis, je lâche pas et je continue avec j'en suis témoin. avec la Fondation des femmes parce que maintenant, c'est ça. Et alors là, c'est assez... en tout cas, moi, j'étais très touchée. D'ailleurs, Agnès devait venir et puis voilà, elle était un peu trop malade. Mais que quand on a lancé 1 an après la campagne, que autant d'acteurs et d'actrices aient répondu oui et continué de dire oui, on fait quelque chose. Et donc, je crois que là... On tient quelque chose. On tient quelque chose et qu'on ne lâchera pas. Mais vous faites allusion à la campagne Maintenant on agit, qui a été signalée par des rubans blancs à la cérémonie des Césars il y a 2 ans. Et je me souviens, à l'époque, on se voyait un petit peu avec la Fondation des femmes. Et vous avez, je crois, été un peu choquée par la difficulté à faire rentrer des sous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, on va lever des millions, on va pouvoir aussi bien aider les femmes qui font la caissière, que ça ne concerne pas que les actrices, quoi, que toutes les femmes de la société soient sauvées par ce mouvement, cette prise de conscience. Et puis vous avez été un peu échaudé, vous êtes pris aussi dans la figure une réalité à laquelle vous attendiez peut-être pas, en fait. Difficulté, quoi, lever des fonds pour les femmes, quoi. Ouais, la difficulté de lever des fonds pour les femmes, la difficulté de peut-être c'est difficile à... Je ne veux pas non plus dire qu'en France, c'est pas une culture et qu'aux États-Unis, il y a une culture, parce qu'en Angleterre, bon, alors effectivement, c'est les anglo-saxons, mais enfin, Emma Watson a réussi à lever des fonds, elle aussi, à ce moment-là. Donc, j'ai pas... Vraiment, ça a été une douche froide. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une responsabilité. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement les levées de fonds, c'est aussi, donc, ça veut dire que quand même, ça bloque. Qu'il y a quelque part où ça bloque. Il y a quand même des hommes, il y a quand même un certain milieu, un patriarcat, ça bloque. Donc, on va y mettre encore plus d'énergie. Et c'est là où moi, j'ai eu cette espèce de... On va pas lâcher. Parce que, oui, Time's Up, ça a soutenu et ça aide les femmes qui sont dans l'ombre. Ce que tu disais, caissière, Mais... c'était sur tous les niveaux. Il fallait aussi bien aider les associations, le numéro vert du collectif contre le viol. C'est-à-dire que c'était pas de dire on va aller sur les violences faites au travail. Oui, la VFT avait fermé son standard.
C'était la conséquence de MeToo de Balance ton porc. Il y avait 30% de plus de dépôts de plainte. Il faut qu'on soit là pour les soutenir, pour être là. Enfin, ça veut dire c'est fou. Donc ça doit être une prise de conscience de toute la société. Nous, les acteurs, on a cette visibilité, on nous voit, donc on va se servir de ça pour lever des fonds. Et c'était important, donc j'étais touchée. À la fois, c'était positif, ça a été très positif il y a 2 ans de voir que les acteurs, les actrices jouaient ça, mais on n'allait pas... Attendez, on ne va pas s'arrêter là, parce que non, on n'a pas levé les fonds. Et il faut continuer et y aller beaucoup plus loin, que ce soit sur les violences faites au travail et que ce soit sur les violences conjugales, ce qu'a fait beaucoup Muriel Robin et ce qu'ont fait les filles à un moment donné, et c'était formidable. Mais là, c'est à tous les niveaux. Et c'est là où c'est pour ça que je suis allée vraiment accompagner Anne-Cécile Melfer et la Fondation des femmes à ce moment-là, en disant, là, aujourd'hui, c'est toutes les associations qui ont besoin de notre aide. Donc ça doit être le sujet numéro 1, vraiment. Donc on va encore batailler cette année et puis on se revoit dans 1 an et puis je vous dirai. Mais c'est de sentir que toutes ces femmes qui, si elles le veulent, si elles font cette démarche-là, qu'il y ait une association derrière qui puisse les soutenir. Enfin voilà, de faire du sur-mesure et à tous les niveaux. Et alors là, il y a beaucoup et on pourra en parler longtemps. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir sur le terrain. On sent que votre voix, votre action, c'est vraiment... vous êtes une personne qui peut vraiment faire bouger les choses. Et j'ai remarqué que dans votre carrière, vous avez dû, ou plutôt voulu, mettre votre travail entre parenthèses par 2 fois. Après une première tentative d'incursion dans la production en 2000, vous êtes mis en retrait pour donner naissance à vos enfants. Et puis plus récemment, pendant le mandat de François Hollande, vous avez fui, et on comprend très bien pourquoi, toute apparition médiatique. Je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que vous êtes une femme que vous avez dû vous mettre en retrait dans votre vie, dans votre carrière, par 2 fois ? Non, parce que je ne me suis pas mise en retrait. J'ai profité de ces premières années avec mes enfants qui sont nés en 99 et 2000. Et j'avais envie de vivre ce moment-là, à ce moment-là, vraiment les premiers mois. Je me souviens que j'avais du mal à retrouver un sens. Donc j'ai vécu ça, comme je vis chaque chose au présent. Et grâce à la confusion des genres, à un film justement sur la question du genre, qui était très en avance sur ces questions-là et qui est un réalisateur que j'aime énormément, que je trouve talentueux. Ça m'a redonné goût et donc je suis repartie. Là, de la même manière, c'était devenu impossible de prendre la parole sans être un outil qui était utilisé pour taper ou pour dire quelque chose sur quelqu'un d'autre, sur François Hollande en l'occurrence, avec qui j'étais. Donc c'était devenu un outil. Moi, j'avais pris cette place très simple d'être la même, de continuer, de faire ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'exister en dehors. Voilà. Et donc comme on ne me l'a pas autorisé, je disais je ne ferai pas les choses que je n'aurais pas fait de toute façon avant. Et je vais être extrêmement radicale, faire des choses que je ne faisais pas non plus, comme relire, de dire si vous voulez faire une interview, vous voulez pas, tant pis, mais je ne faisais plus confiance. Voilà, j'avais pas envie d'être l'outil. Déjà que ça a été tellement violent, alors qu'on se cachait, on n'est pas allé dans un bar danser, se rouler des pelles en plein public. On était donc l'idée de l'intime, du privé. Et ensuite, même d'avoir été pris en photo à l'Élysée, d'avoir été pris en photo à la Lanterne, c'est-à-dire de ne plus avoir de privé, de vie privée, d'être derrière la porte. Moi, j'ai toujours mis ma vie privée derrière la porte et on a toujours respecté. Ne pas respecter ça, je pense que c'est vraiment... On rentre dans une ère compliquée parce que ça ne va pas être simple pour ceux qui exercent le pouvoir. Et je ne trouve pas qu'il faut jouer avec ça. Pour moi, voilà, c'est... Surtout sur l'égalité homme-femme. Mon père était chirurgien, ma mère était antiquaire. On définissait pas ma mère par mon père. Et je trouve important, quand on décide, et puis pour la vision de la femme, de ne pas être définie par son homme. Je veux dire, là, on repart en arrière. Ouais. Et de pouvoir exercer son métier et que ce soit très clair. Donc après, la limite et comment, donc il faut le faire de manière... Mais vous aviez... C'est marrant, je repense à cette histoire de funambule. J'ai regardé les choses, les 1001 choses qui ont été dites à votre sujet pendant cette période où votre compagnon était président de la République. Et il y a un paradoxe parce que d'un côté, on vous soupçonne des pires complots de cour. On dit elle a nommé telle personne, elle a influencé telle décision, en fait c'est la vraie présidente de Londres, etc. Mais de l'autre, on vous reproche aussi de vous mettre en retrait, de ne pas assez vous montrer, de ne pas assez parler, de ne pas devenir première dame, etc. Donc en fait, vous êtes soit trop présente, soit trop absente. Finalement, il n'y a absolument aucun
aucun lieu où vous pouvez vous poser, à part le lieu très traditionnel de Madame Pompidou, quoi, j'allais dire. Enfin, c'est-à-dire, il y avait vraiment moi, pas pourtant, beaucoup d'espace. C'est quoi. très, très clair. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un mur entre moi, les appartements privés et l'officiel. Je n'ai jamais mis un pied du côté officiel. Il y avait des gens pour le conseiller sur la culture. Donc, je n'intervenais pas, qui arrêtait peut-être le sujet sur lequel on disait elle a nommé, machin. Alors, par contre, on a utilisé mon nom pour dire « Ah, c'est elle qui a... » Pour pouvoir virer des gens, ça a été utilisé. Mais jamais je ne me serais permis de faire ça. Jamais, jamais. C'est-à-dire que vraiment, il n'a pas besoin de moi, il sait ce qu'il fait. Il y a des conseillers. Laissez la place aux conseillers et aux conseillères, enfin, leur métier. Et moi, je n'ai pas besoin pour tel film et ce que je dois faire d'avoir la vie d'une autre manière. Et pareil pour les financements, d'être radical et de dire mais arrêtez. Voilà, donc c'était très... J'ai fait très attention, même dans mon métier de productrice, à ce qu'il n'y ait pas... que ça reste. Je continuais de faire des demandes, les dossiers, que ce soit mon métier de productrice comme j'avais fait avant. Mais ça n'a pas été facile parce qu'évidemment, on essaye de vous pousser dans un sens, dans l'autre. Et moi, j'ai tenu la barre. En tout cas, j'ai essayé d'être comme sur un fil, comme quand on est... en tout cas, d'être... de savoir vers où je voulais aller et d'avoir mon cap bien déterminé, de savoir que non, je ne dérogerai pas à la règle, de la même manière que je ne produis pas les films dans lesquels je joue. Et bien, de la même manière, je ne vais pas du côté public. Il n'a pas besoin de moi et je n'ai pas besoin de lui. Et lui, c'est lui et moi, c'est moi. Et j'ai essayé de le dire très clairement. Après, c'était difficile dans une période où prendre la parole et dire les choses, de toute façon, sont déformées dans un sens déformé, puisque c'était toujours utilisé. Donc, je me suis dit que c'est comme pour tout, ça se comprendra avec le temps, on comprendra les choses. C'était devenu avoir la photo de nous deux, donc moi, je me suis dit, il n'y aura pas de photo. Comme ça va être réglé. Alors, ils ont essayé de la voler, mais... Et puis, les choses se sont faites naturellement, comme elles devaient se faire, et non pas comme une espèce de officialisation ou je ne sais quoi. Donc, non, j'ai essayé de garder le cap et que ça nous ressemble, avec ce que je pense qu'une position d'un couple, donc derrière la porte, dans le privé, mais même les rares fois où on a fait des dîners privés, totalement privés, moi j'ai été très très blessée et après je me suis dit donc il n'y aura même plus de dîner privé. Ouais, ça sortait dans la presse. Ça sortait dans la les presse. Invités à les témoigner, raconter aux Parisiens ce qui s'y était dit et tout. C'est un cauchemar. Ouais. On s'est dit bon bah on va arrêter les dîners privés, on va faire des dîners en tête à tête. mais voilà, donc non, il y a quelques amis quand même qui d'ailleurs sont encore plus proche. Encore plus précieux, j'imagine. En tout cas, ça me fait penser à votre maman qui voulait pas être la femme du chirurgien. Je pense que vous avez un peu de s'y tenir quand même. Mais en tout cas, voilà, heureusement pour nous, depuis la passation de pouvoir à l'Élysée, on vous entend plus. Votre voix, vous l'avez rappelé, aujourd'hui résolument féministe. Je trouve que c'est important, vous l'avez mentionné, mais qu'on parle de l'association Info Endométriose que vous avez cofondée avec la gynécologue brillantissime Chrysoula Zakharopoulou. En fait, il y a une question rituelle dans la poudre, donc je vais vous la poser en la liant bizarrement à cette question de l'endométriose. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Julie Gaillet? J'ai beaucoup de chance, très bien. Par contre, ma gynéco, ça c'est assez rigolo quand même comme histoire, est partie à la retraite. Et donc, je cherche une gynéco. Et aucune gynéco n'a de place, tellement en ce moment, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Et que moi, j'ai bientôt rentré dans l'ère de la ménopause, un autre tabou, et que je me disais, il faut que je rencontre une gynéco pour m'accompagner. Eh bien, c'est pas simple. Donc là, on a un vrai souci quand même. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est la santé des femmes. Si vous voulez, on se revoit pareil dans un an. Mais je trouve ça fou. Voilà, donc là, je prépare et je réfléchis à comment vont se passer ces années qui arrivent. Et voilà, mes enfants ont 19-20 ans et la ménopause arrive. Merci d'avoir prononcé ce mot au micro de la poudre. Je crois que c'est la première fois et c'est tellement important de briser ce tabou-là aussi. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Julie Gaillet, avez-vous accès à votre chambre à vous ? Ça a été un livre fondamental. J'ai eu tellement de chance de lire ce livre. J'avais 14 ans, 15 ans, Une chambre à soi.
Et j'étais choquée. Je dis, maman, comment ça se fait que t'es pas un bureau? Je me souviens de me bagarrer. Ma mère s'est mise à peindre, et donc elle a un atelier à elle. Ça, c'est vraiment important. Cette chambre à soi, il est important d'avoir un endroit pour soi. Et vous l'avez, vous? Et j'ai réussi à le créer avec Rouge International, d'une certaine manière. Après, je me dis, trop de bureaux, là, c'est trop compliqué. J'en ai trop partout. Déjà actrice, donc c'est dans mon bureau. C'est ma chambre à moi, Rouge International. Ça évoque quoi pour vous, la poudre? La poudre, c'est vraiment... c'est le canon, les boulets de canon. Et parfois, je suis un peu trop boulet de canon, tornade blanche. Donc, j'essaye de parfois dire un peu plus doucement. Merci beaucoup, Julie Gaillet. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à Julie Gaillet d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Gaïa Marty. À la programmation, Laura Cuissard. Et au mixage, Clotilde Fauchil. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la Poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8e à Paris. J'aime leurs chambres spacieuses et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme. Si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à La Poudre.